Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule. Le but, c'est de présenter des problématiques liées au marché de l'énergie et plus tard des problématiques historiques, mais d'abord et avant tout sur l'énergie. Euh, Sur les premières capsules, j'ai présenté certains mécanismes. J'ai déjà présenté la transition énergétique au Danemark, qui avait pour but justement d'appauvrir le Danemark en termes de nation. C'est-à-dire que à l'issue à l'issue de cette privatisation du marché de l'énergie au Danemark, il s'est passé quoi? Dong Energy, Danish Oil Natural Gas, a vendu euh, l'ensemble de la filière pétrole et gaz à un groupe privé anglais qui s'appelle Ineos. Donc ça c'est le premier point. C'est-à-dire que la nation danoise a perdu son actif pétrole et gaz. Voilà, premier point. Dans le même temps, Dong Energy a commencé à fermer des centrales pilotables au Danemark. C'est-à-dire que d'une situation où ils étaient exportateurs nets d'énergie, le Danemark est devenu importateur net d'énergie. Donc ça a créé clairement une situation de pénurie au Danemark. Voilà, donc le Danemark n'est pas en pénurie d'énergie, mais est obligé d'importer de l'énergie. Voilà, donc ça, c'était les premières choses. Après, j'ai présenté l'évolution des prix de l'électricité en France et aussi l'avènement de la bourse européenne de l'énergie. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur une notion qui s'appelle le merit order. Le merit order. Donc avant toute chose, je vais vous remontrer un petit peu, faire un retour sur ce que j'ai déjà présenté sur le prix de l'énergie. Donc en France, voilà, donc les prix de l'énergie fixés par la CRE, hein, donc voilà, les prix 2023 ici. Donc en France, on voit bien que en 2008, voilà, nous avons une augmentation des prix de l'électricité qui commence voilà, à partir de 2008. De la même manière qu'au Danemark, il y a eu inversement de la courbe, on va dire, d'exportation d'électricité à partir de 2005. En 2005, quand Dong commence la privatisation du secteur, alors les exportations commencent à diminuer et commencent à venir les importations peu à peu. Ben ici, c'est en 2008, voilà, les prix d'électricité en France commencent à augmenter. Alors pourquoi Donc j'ai présenté, c'est parce qu'il y a une politique européenne de l'énergie. Cette politique européenne de l'énergie, elle est structurée autour de l'article 194 du TFUE. Et ce que dit cet article, c'est que grosso modo, la politique européenne, c'est de faire fonctionner le marché européen de l'énergie. Je dis bien le marché, c'est très important. C'est pas de faire fonctionner le réseau énergétique européen, c'est de faire fonctionner le marché européen. Donc le marché, c'est l'endroit où on négocie la denrée électricité. C'est l'endroit où on va spéculer sur un marché énergie, sur la denrée, on va dire énergie, donc que ce soit électricité ou gaz. Voilà. Donc le marché européen, grosso modo, c'est la bourse. Tout bêtement. Le marché européen, c'est la bourse de l'énergie. Et je vous ai présenté ce que c'était que la bourse de l'énergie. C'est Apex Spot, okay, qui est détenu à 51% par le groupe EEX, qui est lui-même détenu par le groupe Deutsche Börse Group. Donc c'est une bourse allemande de l'énergie. Voilà. Pour faire simple, le marché européen de l'énergie constitue à faire le business model d'un groupe allemand de bourse. Voilà. Et ce groupe allemand investit dans le renouvelable et dans le gaz. Est-ce que la politique européenne, c'est d'investir dans le renouvelable et dans le gaz? Grande question. On va voir ça. Alors, pourquoi en 2008 tout change en France à partir pour les prix d'électricité? Parce que justement, en France, en 2008, il y a eu traduction dans la législation française du troisième paquet de l'énergie. Donc, il y a eu traduction de la directive sur le marché intérieur de l'électricité. Voilà. Donc c'est la directive de 2003 qui a été traduite en 2008. Voilà, sur celle du gaz naturel en 2003 également. Et création de l'agence de coopération des régulateurs. Donc là, le premier site que je vous ai montré, là, la CRE, CRE, Commission de régulation de l'énergie, c'est la CRE, donc c'est une création de l'Union européenne.
Voilà. Et ça a été traduit dans le droit français. Et donc c'est en 2008 que la CRE voit le jour. Voilà. Ensuite, il y a la directive de 2005 sur les conditions d'accès au réseau et les échanges transfrontaliers d'électricité et les conditions d'accès au réseau et les réseaux de transport de gaz naturel. 2005. Voilà. C'est important, la directive de 2005, c'est les conditions d'accès au réseau. On va voir ce que c'est que les conditions d'accès au réseau avec justement le merit order. Alors le merit order, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme qui a été mis en place au début de la transition énergétique afin justement de réguler l'accès au réseau. Mais pas réguler l'accès au réseau pour dire à l'institut, à tel producteur s'il a le droit oui ou non d'aller au réseau. Il ne cible pas des industries, il cible des moyens de production. Voilà. Et le merit order, c'est de dire genre, les productions qui coûtent le moins cher pourront mettre sur le réseau leur production en premier. Donc le merit order a été fait dans un premier temps en disant que les énergies renouvelables coûtent moins cher que le nucléaire, coûtent moins cher que le charbon, coûte moins cher que le gaz et coûte moins cher que le pétrole. Et donc c'est ainsi qu'a été fait dans un premier temps le merit order. Le merit order a ensuite été mis, on va dire, a été adapté à la problématique des certificats CO2. Donc là je vais vous partager un autre écran, voilà, un autre graphique qui montre. Hop, là je me suis trompé. Qui montre quoi? Il montre quoi ce graphique? Tac, tac, tac. Voilà. Donc, ce nouveau graphique montre bien que le merit order n'a pas évolué dans sa structure. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de mettre en premier les productions sur le réseau issues du renouvelable, ensuite issues du nucléaire. Mais après, on a un petit changement. C'est-à-dire que avant, on disait que le charbon coûtait moins cher que le gaz, ce qui est vrai. Voilà. Mais comme on a ajusté la variable charbon et la variable gaz avec leurs émissions rétrospectives de CO2, il se trouve que le coût intrinsèque du gaz coûte plus cher que le charbon, mais que le gaz émet moins de CO2 que le charbon. Alors, finalement, la valeur réelle, on va dire, gaz plus CO2, charbon plus CO2, c'est la même. À peu de choses près, ça va revenir au même prix. Mais l'Europe dit, on va quand même mettre sur le réseau en premier l'unité qui émet le moins de CO2, donc le gaz. Voilà. Donc on peut trouver facilement les émissions de CO2. Donc si vous allez sur n'importe quel site internet, vous pouvez trouver que l'énergie fossile, on va dire le propane, émet, on va dire par kilo de CO2 par kilowattheure produit, 0,2. Voilà. Le butane 0,27. Voilà. Et quand on est au charbon, on est plutôt à 1,06. Donc on voit bien que le charbon émet beaucoup plus de CO2. Donc, ce qui est important de comprendre sur le mécanisme du merit order, c'est que nous avons en premier sur le réseau le renouvelable, ensuite nous avons le nucléaire, ensuite nous avons le gaz, ensuite nous avons le charbon, et plus tard le fuel. Mais bon, ça c'est vraiment si on a des vrais soucis, quoi. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que associé à cela, j'ai présenté sur la politique énergétique européenne, c'est que la politique énergétique européenne a pour volonté, on le voit ici, le développement des nouvelles formes d'énergie renouvelable. Nouvelles formes d'énergie renouvelable. Donc ces nouvelles formes d'énergie renouvelable, c'est vraiment ce que ça veut dire. C'est pas les nouvelles formes d'énergie nucléaire, c'est renouvelable. Donc ça sera majoritairement les nouvelles technologies associées aux éoliennes. Peut-être le solaire aussi, mais le solaire restera marginal sur la production d'électricité en Europe. Voilà. Donc on reste vraiment sur l'éolien. Donc l'Europe a une politique énergétique, l'Europe a développé un mécanisme d'accès au réseau qui fait que on va développer les énergies renouvelables, on va leur donner un accès
voilà, un accès facilité au réseau. Ensuite viendra le nucléaire, ensuite viendra le gaz. Cependant, l'Europe a aussi une politique en matière d'énergie nucléaire qui consiste à diminuer peu à peu la part de nucléaire dans les productions nationales. Donc au Danemark, comme que je vous ai présenté, la question ne se posait pas. C'est aussi pour ça que j'ai commencé par le Danemark, parce que c'est un pays assez simple, parce que le Danemark a banni depuis, je ne sais plus, mais depuis longtemps, en 1967 peut-être, je ne suis pas sûr de la date, hein, mais je crois que c'est 1967, je crois que le Danemark a banni enfin, non, c'est sûr, c'est pas je crois qu'ils l'ont banni, c'est le Danemark a banni le nucléaire et c'est marqué dans leur constitution. Voilà. Et c'est pour ça que le Danemark est le laboratoire de la transition énergétique en Europe. C'est le modèle qui a été pris par les économistes de la spéculation énergétique. C'est que pour eux, le Danemark, c'est la poule aux yeux d'or. Voilà. Ils avaient la technologie du gaz. Ils ont banni le nucléaire, la seule chose qu'il fallait mettre en place, c'était faire le tout venant pour les énergies renouvelables. Et c'est pour ça que Dong, Danish Oil Natural Gas, a mis en œuvre la transition énergétique en disant il faut investir massivement dans les énergies renouvelables et donc l'éolien. Voilà. Donc l'Europe a une politique énergétique en matière de nucléaire qui vise malgré tout à ce que la part du nucléaire dans le mix énergétique diminue. Donc là, je vais vous présenter un autre document qui est le document suivant. On va dire, tac, voilà. Document suivant, on est sur le mix énergétique en Belgique. Voilà. Donc la Belgique, c'est un grand pays nucléaire. Leur programme nucléaire a été développé dans les années 60 en parallèle avec la France. Et c'est ce qui a fait que la Belgique, on va dire, a été au premier plan mondial sur la recherche sur l'atome et ainsi de suite. Je ferai une vidéo aussi sur la Belgique parce que c'est un pays extrêmement intéressant énergétiquement parlant. Pour comprendre le clivage entre la Flandre et la Wallonie, l'énergie est fascinante, on va dire. Voilà. Bref, trêve de digression. Maintenant, je présente vraiment le document. On voit bien que sur ce document, que le mix énergétique belge, dans un premier temps, dans les années 90, on était encore sur masse nucléaire, charbon et un peu gaz, et que ce mix a évolué durant toutes les années 90 et 2000 jusqu'en 2016 pour que le charbon s'efface, mais s'efface totalement du mix énergétique belge pour faire place au gaz. Ça fait du sens. Mais là où le scénario continue, c'est qu'à partir de 2007, il y a une volonté belge qui est de diminuer la part de la production nucléaire du mix énergétique, jusqu'à l'annuler totalement en 2026. Ils se rendent compte que ces prévisions sont complètement démesurées et irréalistes, donc c'est pour ça que les centrales nucléaires belges ont été prolongées, mais on voit bien la tendance qui est qu'il va falloir enlever le nucléaire du mix énergétique. C'est pour ça qu'en France, stupidement, ils ont fermé Fessenheim. Voilà. Et à partir de 2026, qu'est-ce que nous montre cette projection? C'est-à-dire que la part du lion dans le mix énergétique, elle est détenue par qui? Par le gaz. C'est le gaz maintenant qui possède la part du lion dans le mix énergétique. Voilà. Alors, si on revient sur la notion de merit order, tel que je l'ai présenté tout à l'heure. Donc le merit order, voilà. Dans un merit order où on a le renouvelable, le nucléaire et le gaz. Dans un monde où, au milieu, le nucléaire peu à peu diminue jusqu'à être enlevé, ne resterait pour les conditions d'accès au réseau que le renouvelable et en première ligne, le gaz. Donc l'Union européenne, sous couvert de beaux mots, de belles déclarations, a dit oui, nous voulons développer un marché de libre accès, une législation de libre accès au marché de l'énergie.
vous ment. Voilà. Les conditions d'accès au marché de l'énergie ne sont absolument pas libres parce que les conditions d'accès au réseau ne sont pas libres. Voilà. Les énergies renouvelables ont la part belle alors qu'elles ne participent pas, l'hydraulique participe beaucoup à la stabilité du réseau électrique, mais les énergies renouvelables type solaire et éolien ne participent pas à la stabilité du réseau électrique. Leur seule valeur intrinsèque, c'est qu'elles ont un coût de revient assez faible. Ils nous ont légitimé le fait qu'il fallait investir massivement dans l'éolien parce que justement, comme le coût intrinsèque était bas, ça allait faire chuter les prix d'électricité. On voit bien que depuis 2008, nous avons des prix d'électricité qui montent. Voilà. Et que les crises successives n'ont rien à voir, la crise du Covid et la crise de la guerre en Ukraine n'ont rien à voir avec l'augmentation du prix d'électricité, parce qu'en 2008, ces crises-là n'existaient pas encore. Donc l'augmentation du prix de l'électricité, c'est uniquement dû au fait qu'il y a des conditions d'accès au réseau qui sont différentes, et surtout que la bourse de l'électricité est organisée autour d'une spéculation, autour d'un couple spéculatif, énergie éolienne, gaz. À chaque fois qu'il y aura un effacement de la production éolienne, cet effacement va être compensé par la seule unité qui est capable de réagir rapidement, parce que quand il y aura moins d'éolien, la seule unité qui est capable de faire, bah tiens, l'éolien diminue, j'augmente le gaz, enfin j'augmente ma production, c'est le gaz. Vous n'allez pas faire accélérer, décélérer, accélérer, décélérer des centrales nucléaires. Les centrales nucléaires françaises sont modulables, mais on ne module pas une centrale nucléaire comme on module une centrale au gaz. Voilà. Donc le marché européen de l'énergie constitue en soi, à mettre sur le devant de la scène, à mettre sur le devant de la bourse, on va dire, ce couple renouvelable-gaz, et de leur donner les clés, mais vraiment les clés de la valeur spéculative de l'électricité. Voilà. C'est-à-dire que demain, il y a beaucoup de vent dans la mer du Nord. Bah, comme il y a beaucoup d'électricité de type éolien, même trop, et ben, le prix d'électricité va chuter. Vraiment, le prix va vraiment chuter. Okay. Mais à partir du moment où il n'y aura plus de vent, il va falloir compenser immédiatement ce manque d'électricité. Et la seule unité qui est capable de le faire, c'est le gaz. On va mettre le gaz à fond, et là, ben, le gaz va être négocié au prix estimé de la stabilité du réseau. Donc, les gaziers vont dire, bah oui, bah, moi je veux bien mettre, je vais démarrer ma production, mais à un prix conséquent. Et c'est pour ça qu'on aura toujours une augmentation du prix de l'électricité, parce que la politique européenne, c'est d'augmenter encore et encore la portion de renouvelables dans le mix énergétique. Donc, augmentant la portion de renouvelables dans le mix énergétique, on augmente la portion sur laquelle on a une incertitude de production. Cette incertitude-là, elle a un coût, parce que tout le temps, le risque, ça a un coût, mais surtout, il va falloir la compenser, et on la compensera avec le gaz. Voilà. Donc, toute personne qui vous dit, bah oui, mais faire de l'énergie renouvelable, c'est bien parce qu'on fait des économies de CO2, vous ment. Voilà, c'est un mensonge éhonté. Moi, en tant qu'ingénieur, la seule chose que je peux vous dire en termes d'économie, on va dire, de CO2, et c'est même pas des économies de CO2, si vous voulez lutter contre le CO2, voilà, bah, faut planter des arbres. C'est bête, mais sur Terre, la seule chose qui est capable de capter le CO2 sont les arbres. La politique européenne en matière forestière, il faudrait qu'on voit. Hein. En matière de champs et de terres agricoles aussi, il faudrait qu'on voit. Donc je ne comprends pas quelle est l'idée derrière de dire qu'on va mettre des éoliennes pour faire des économies de CO2, sachant que le fait de mettre des éoliennes, c'est permettre la spéculation sur le marché du gaz et de donner au gaz aussi les clés de la stabilité du réseau électrique. Voilà. Donc toute personne politique, économiste, parlementaires qui vont vous dire on va sortir du marché européen de l'énergie, vous ment aussi. Alors,
l'Espagne et le Portugal ne sont pas sortis du marché européen de l'énergie, ils ont eu une dérogation, ils ont obtenu une dérogation sur 2 ans, voilà, 2022-2023, et cette dérogation est prolongée pour 2024. Mais ils sont toujours dans le mécanisme européen de l'énergie, voilà. Parce qu'ils sont dans l'Union européenne. Dans l'offre politique française, voilà, dans l'offre politique française, quel est l'homme politique ou la femme politique qui vous dit depuis 15 ans il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN? C'est Asselineau, de l'UPR. À part ça, je n'entends que des gens qui disent on va sortir du traité de l'Union européenne sur l'énergie. Ouais, mais tu seras toujours dans l'énergie. Voilà. Et donc si tu dois sortir du traité de l'Union européenne sur l'énergie, du traité sur l'immigration, du traité sur du traité sur les denrées agricoles, du libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, du libre-échange avec l'Ukraine, du libre-échange avec la Chine, bah, si tu dois sortir de tous les traités qui mettent à mal ton économie, bah, sors de l'Europe, hein, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point qu'il fallait souligner. 2024, c'est une année d'élection. Bah, oui, bah, moi, je suis pas agriculteur, je peux pas aller, on va dire, faire sauter, bloquer Rungis. Voilà, je n'étais pas dans les gilets jaunes parce que, bah, je sais pas, je suis pas gilet jaune dans l'âme. Moi, je suis une petite personne normale, donc la seule chose que je peux faire, c'est mettre un bulletin de vote, a priori. Voilà, donc bah, c'est ce que je vais faire en 2024. Pourquoi l'UPR? Bah, parce que c'est le seul gars, Asselineau, c'est à peu près le seul gars qui me semble être droit dans ses bottes sur la question de l'Europe, quoi. Voilà. Là, l'Union européenne, vraiment, l'avènement du marché européen de l'énergie, c'est quand même un scandale quand on voit que RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, RTE, fait la manche à la spéculation énergétique pour rentrer dans sa rentabilité. À chaque fois qu'on a des prix de l'énergie qui augmentent, nous sommes en train de faire le jeu d'un groupe allemand de boursicotage sur les énergies. Ça, on ne vous le dit pas. C'est pour ça aussi que je suis assez critique de l'UPR, entre guillemets, parce que je trouve que leur analyse sur l'énergie est assez succincte. Bon, ils disent qu'il faut renationaliser GDF et EDF. Et ils ont raison, hein, sur le principe, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais je trouve que dans les détails, sur le merit order, sur la bourse de l'énergie, sur la bourse de l'énergie et sur d'autres choses que je vous présenterai plus tard, je trouve qu'ils sont pas assez incisifs. Bon, après, on peut pas être incisif sur tout non plus. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini aujourd'hui sur cette notion de merit order qui est essentielle. C'est essentiel de comprendre la notion du merit order associée à l'agenda énergétique européen qui consiste à enlever le nucléaire de l'équation du merit order, pour qu'il ne reste dans le merit order que le gaz, enfin que l'énergie renouvelable et que le gaz. Et c'est pour ça que vous n'aurez que des prix de l'électricité qui vont augmenter tout le temps. Alors ils vont créer des crises pour justifier les augmentations des prix, pour dire ah mais oui mais voilà, je sais pas, il y a la crise du passage à l'an 2024, on n'avait pas prévu ça dans les chips de l'informatique, donc il faut augmenter les prix. Enfin je dis n'importe quoi, mais ils vont créer des crises pour légitimer les augmentations de prix. Sachez bien que les augmentations de prix ont débuté en 2008. En 2008, c'est la mise en place du marché de l'énergie. Et c'est incroyable de voir des gens, là, typiquement, là, on est sur le mécanisme du merit order, hein. Quand ils nous disent effrontément le mécanisme de merit order a pour effet de pousser les prix de l'électricité vers le bas, c'est mis en place depuis 2008, je m'en suis pas rendu compte, moi. Hein. Franchement, soit on est complètement stupide en France et on ne comprend rien, soit vous, les européistes, vous êtes des personnes dogmatiques, vous mettez en place des politiques, et vous nous dites que ces politiques-là n'ont pas les effets qu'elles ont. Non, on a mis le merit order pour pousser les prix de l'électricité vers le bas. Oui, mais quand même, ça augmente depuis 2008. Non, c'est toi qui n'as pas bien compris. Le merit order, c'est une bonne chose. Voilà. Donc voilà. Le merit order, c'est vraiment la clé de voûte de la spéculation énergétique sur la denrée électricité avec le couple énergie renouvelable, gaz. Voilà. Faire le marché de l'énergie, c'est faire le jeu des industries gazières. Nous n'avons pas de gaz en réserve en Europe. C'est pour cela que nous sommes en choc frontal actuellement, enfin moi pas personnellement, avec la Russie.
La Russie est la première réserve de gaz dans le monde. Voilà, la Russie a dit, depuis 2002, hein, je vais faire une vidéo sur le sommet européen le sommet Europe-Russie. Voilà. En 2002, la Russie s'est positionnée, la Russie de Poutine s'est positionnée en disant que nous, Russie, on sera un fournisseur stable de gaz pour l'Europe. Mais c'est pas du tout le jeu des industries gazières européennes, des industries boursières européennes, de vouloir ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est justement un marché où il y a toujours un peu ce chantage à la pénurie de gaz pour pouvoir légitimer les augmentations du prix de l'énergie. Voilà. Donc voilà, on est en face d'un système mafieux qui est mis en place et il faut le dénoncer. C'est ce que j'essaye de faire avec ces petites vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.